et messieurs, je suis très content de vous voir, surtout que nous sommes un samedi matin et que certainement beaucoup d'entre vous avaient des obligations familiales ou professionnelles, et donc l'effort que vous avez fait pour venir assister à cette conférence est d'autant plus remarquable. Donc merci vraiment du fond du cœur. Merci à Mohamed Lamac qui m'a accueilli si gentiment il y a maintenant quelques semaines en Tunisie lors d'une de mes premières visites dans votre beau pays. Et vraiment, je lui suis extrêmement reconnaissant d'avoir organisé cette conférence. Cette conférence, je crois, elle vient à point nommé, puisque jamais, de mémoire, de ma propre mémoire, on a autant parlé d'économie sociale et solidaire à travers le monde, hein, et en particulier dans les pays du Maghreb. Donc je pense que je vais pouvoir vous en dire un petit peu plus sur ce secteur qui, pendant très longtemps, est resté très méconnu et qui est désormais propulsé comme un secteur prioritaire dans le développement, comme forme de développement dans un certain nombre de pays. Alors, le professeur Damac a tout dit de ce qui a été mon parcours, hein. J'ai eu effectivement l'immense honneur d'être le premier ministre de l'économie sociale de la République française, hein, donc en 1983, lorsque François Mitterrand a créé ce ministère et l'a doté d'une administration. Et depuis, un petit peu comme Obélix dans sa marmite, hein, je suis resté plongé dans l'économie sociale et solidaire, soit au niveau national, hein, puisque j'ai exercé 3 fois des mandats de député et que j'étais président du groupe parlementaire de l'économie sociale à l'Assemblée nationale, ou bien sur le terrain, puisque j'ai travaillé dans plusieurs collectivités territoriales françaises, d'abord ma propre ville, hein, dont j'ai été maire à Orange pendant 10 ans, et puis également dans le département de Vaucluse, dont j'ai été le directeur de cabinet pendant de nombreuses années. Et puis à la fin de ma carrière professionnelle, je me suis dit que je ne pouvais pas rester les bras croisés devant tout ce qui se passait à travers le monde, et qu'il fallait que je continue à porter ce que je crois être une des réponses à la crise internationale qui est en cours et qui risque de s'amplifier, et qu'il fallait donc que je continue à plaider pour ce mode de développement tout à fait original qu'est l'économie sociale et solidaire, qui me paraît être une des réponses à un mode de développement néolibéral ou ultralibéral dont je crains qu'il ne conduise l'ensemble des pays de notre planète à des lendemains extrêmement difficiles, et en particulier sur le plan de la dégradation des conditions écologiques de notre planète, qui est une menace récurrente, dont je pense que l'ensemble des dirigeants du monde n'ont pas suffisamment encore pris la dimension, et qui risque de déclencher dans les années à venir des bouleversements considérables. On a entendu sur le problème écologique, en particulier au niveau de la COP21 et des accords de Paris, des discours extrêmement alarmistes, mais à mon avis tout à fait réalistes, en particulier le discours de Barack Obama en 2011 devant la COP21 dressait un tableau extrêmement inquiétant de l'évolution de nos sociétés. Le Maroc a accueilli en 2012 la COP22, dans laquelle également on a tiré beaucoup de sonnettes d'alarme, en disant chaque fois que l'un des modèles qui pouvait répondre éventuellement à la crise de la solidarité internationale et à la crise écologique internationale était un nouveau mode de développement à inventer, un développement raisonné, un développement durable, un développement beaucoup plus solidaire. Hein, le problème, c'est que ce mode de développement, il faut maintenant le concevoir, il faut le mettre en place, et c'est pas évident, hein, parce qu'il faut à la fois une volonté politique, il faut une volonté des acteurs économiques eux-mêmes, et donc tout est à faire. Et c'est vraisemblablement cette menace, hein, d'une crise que les opinions publiques internationales sentent confusément au-dessus de leur tête,
qui amène un certain nombre de pays à se tourner donc vers ce secteur innovant, un peu original qu'est l'économie sociale et solidaire, puisque le professeur Damac, dans la présentation, a dit qu'à l'heure actuelle, je travaillais comme consultant et comme formateur, puisque j'ai en responsabilité, en particulier, un master d'économie sociale et solidaire et d'entrepreneuriat social à Casablanca, à l'université Hassan II, où le royaume marocain est en train de prendre le problème de l'économie sociale et solidaire à bras-le-corps, puisque une loi cadre est en préparation. Je vous parlerai tout à l'heure de la loi cadre française qui fait un petit peu référence pour un certain nombre de pays. Et hier, j'ai eu le bonheur de rencontrer votre secrétaire d'État au ministère de l'Emploi et votre secrétaire d'État qui est une femme, au ministère de l'Emploi, remarquable d'ailleurs, j'ai trouvé au niveau de sa capacité d'écoute, et qui m'a confirmé donc que la loi cadre d'économie sociale et solidaire tunisienne et d'entrepreneuriat social tunisienne était en préparation, était en gestation, et qu'elle devrait être votée au début de l'année par l'Assemblée nationale tunisienne. Donc vous voyez, on a deux pays qui curieusement, au niveau du Maghreb, et puis pas n'importe lesquels, de par ce qu'ils représentent à l'échelle du continent africain, la Tunisie et le Maroc, qui délibérément donc ont fait ce choix de l'économie sociale et solidaire, et donc il faut savoir un petit peu de quoi on parle. Et je vais donc essayer ce matin de vous dire ce qu'il y a derrière ce concept d'économie sociale et solidaire, qui est parfois extrêmement méconnu et qui entraîne souvent dans les esprits beaucoup de confusion. Donc c'est cela le but de ma conférence, de faire de la pédagogie. Je vais essayer, cher professeur. Alors, vous savez, je vais partir un petit peu de la macroéconomie, en tout début de mon introduction, pour venir un petit peu ensuite sur de la micro, et plus près du terrain. Vous savez que l'ensemble des pays de la planète ont opté pour un système économique qu'on appelle le système libéral, qui est donc la conviction que le marché, donc la relation entre la demande des consommateurs et l'offre des producteurs, est un grand instrument de régulateur et de progrès dans le développement et la croissance des différents pays libéraux. Il y a eu au cours de l'histoire un seul exemple de pays qui ont essayé de sortir du système libéral, donc de l'économie de marché. On sait ce que ça a donné. Ce sont des économies étatiques, dont l'exemple le plus marquant dans l'histoire a été l'économie soviétique, dont on sait comment l'expérience s'est terminée, tragiquement. Voilà, un seul continent, alors un seul pays continue à se revendiquer d'une économie planificatrice et étatique, c'est la Chine. Mais quand on regarde de très très près ce pays gigantesque de 1,4 milliard, qui est en passe de devenir la 4e ou la 5e puissance du monde, on se rend compte en réalité que c'est un capitalisme d'État, c'est-à-dire qu'il y a les apparences du système de planification étatique, mais en réalité l'économie chinoise maintenant est ouverte aux investissements extérieurs et étrangers partout. Tout comme d'ailleurs les satellites de la Chine, que sont par exemple le Vietnam, ou des pays qui avaient opté pour un régime que je ne qualifierais pas de totalitaire, bien que j'en aurais la tentation, mais un régime dirigé en tout cas exclusivement par une organisation étatique. Donc dans les pays d'économie de marché, pendant très longtemps, on est resté face à un dialogue entre deux secteurs qui ont donc façonné le développement économique, le secteur public et le secteur privé. Et très souvent, donc, dans la plupart des pays du monde, finalement, en fonction de l'originalité du pays, on avait un secteur public plus ou moins fort, plus ou moins développé, un secteur privé plus ou moins fort, plus ou moins développé. Cela en fonction des cultures de chacun de ces pays, en fonction également des choix qui avaient été faits, de la capacité de l'un et de l'autre des secteurs à répondre
aux aspirations de leur population. Mais bref, on était sur un tête-à-tête entre, d'un côté, le secteur public, gérant en particulier des secteurs entiers du développement économique du pays, l'éducation, la défense, la sécurité, la justice, la santé, et puis un secteur privé plus ou moins dynamique et qui avait plus ou moins besoin d'ailleurs d'être régulé par des interventions de l'État. C'est ce qu'on appelle dans notre verbiage économique le keynésianisme, c'est-à-dire que beaucoup d'États se sont décidés à intervenir dans la vie économique quand les mécanismes du marché se trouvaient en difficulté ou généraient trop d'inégalités ou trop de déséquilibre. Donc voilà un petit peu le tableau de la planète, avec dans la plupart des pays donc ce dialogue, quand il était possible, entre un secteur public et un secteur privé. L'une des originalités de quelques pays, c'est d'avoir refusé très tôt ce face-à-face entre le secteur public et le secteur privé. Parmi ces pays, celui qui incontestablement, je ne veux pas faire du cocorico parce que je suis français et que c'est la France qui est allée le plus loin dans ce choix, beaucoup de pays ont décidé d'accompagner un troisième secteur qui est donc le secteur de l'économie sociale et solidaire. Alors pourquoi dans certains pays il y a eu cette option de parier sur le secteur de l'économie sociale et solidaire? D'abord parce que dans un certain nombre de pays, on s'est trouvé confronté à des carences des deux secteurs traditionnels. Carence du secteur public, souvent jugé comme insuffisant dans les réponses qu'il pouvait apporter, et secteur public d'ailleurs dont on voit bien que ses capacités d'intervention à l'heure actuelle sont de plus en plus limitées, à cause des problèmes qui pèsent sur l'ensemble des finances publiques internationales et le problème gigantesque des dettes souveraines. Vous connaissez malheureusement le problème en Tunisie, qui fait que les capacités d'intervention des puissances publiques, des politiques publiques, des États ont été restreintes et on peut malheureusement craindre qu'elles le soient de plus en plus, sauf si vraiment l'ensemble de la communauté internationale décide de changer les règles du jeu et en particulier s'attaque à ce problème des dettes souveraines, c'est-à-dire les dettes des États, qui plombent les économies développées ou en voie de développement, puisqu'une partie de leur budget est dédiée au remboursement de ces dettes souveraines, et que le poids de cette dette pèse de plus en plus sur les finances publiques, qui ne peuvent donc pas faire autre chose, puisqu'elles passent une grande partie de leur argent à rembourser leurs dettes souveraines. Dettes souveraines d'ailleurs qui, il faut bien le dire entre nous, ne seront jamais remboursées. Et donc on est dans un espèce d'équilibre international qui est qui confine à l'absurde, puisque tout le monde sait que cette dette monumentale qui pèse à la fois d'ailleurs sur les États et sur les ménages ne sera jamais remboursée. Elle est d'une telle ampleur qu'elle ne peut pas. La dette américaine, alors que les Américains, via le FMI, donnent des leçons au monde entier, atteint 300% du PIB. Donc comment voulez-vous que même une nation aussi puissante que les États-Unis, première puissance économique mondiale, pour l'instant, à mon avis ça ne durera pas, puisse rembourser une telle dette? La dette japonaise, c'est 700% de leur PIB. Comment voulez-vous que les Japonais puissent régler une telle dette? Donc, il va bien falloir qu'un jour ou l'autre, l'ensemble des pays de la communauté internationale se penchent sur ce problème de la dette souveraine. Pour le moment, les organismes régulateurs internationaux, dont le FMI, ne font pas un seul geste pour essayer de s'attaquer à ce problème qui pourtant est un problème fondamental. Sauf des déclarations assez surprenantes de Christine Lagarde, la directrice du FMI depuis quelque temps, qui est une Française, qui a été ministre du président Sarkozy, qui dit on ne peut pas continuer à imposer à un certain nombre de pays des politiques d'austérité, parce que ces politiques d'austérité, non seulement elles ne permettent pas aux États concernés de rembourser leurs dettes, mais en plus, elle les enfonce de plus en plus dans une austérité de plus en plus grande qui non seulement ne permet pas de rembourser la dette, mais encore l'accroît. Alors c'est assez
curieux que cette personne qui est la directrice du FMI tienne ce discours et en même temps, de tous les côtés, serre les boulons pour que les politiques publiques soient réduites et impose des politiques d'austérité comme celle que la Tunisie s'apprête à affronter et qui va peser, bien sûr, sur les conditions de développement économique de ce pays. Donc, économie sociale, premièrement, par défiance à des politiques publiques incomplètes, insuffisantes, et puis il faut le dire, des politiques publiques qui souvent sont entre les mains d'administrations qui sont parfois non adaptées aux évolutions extrêmement rapides du marché. Méfiance également par rapport à un secteur privé jugé dans certains pays, et c'est le cas du mien, comme un secteur privé trop attiré par la recherche du bénéfice à tout prix, par la recherche du profit immédiat, et donc incapable en quelque sorte de répondre à un certain nombre d'aspirations des citoyens et des citoyennes, en particulier dans le domaine de la solidarité, et un secteur privé qui souvent est très replié sur lui-même et dont on peut critiquer également le comportement. Donc, face à ce constat d'une insuffisance de l'un et de l'autre des deux grands piliers du développement économique, un certain nombre de pays ont décidé de jouer une troisième carte, qui est celle de l'économie sociale et solidaire, parce que c'est une carte originale. Carte originale tout d'abord parce que les entreprises de l'économie sociale et solidaire sont des entreprises de personnes. Le grand trait caractéristique sur le plan juridique des entreprises de l'économie sociale, c'est que ce sont des sociétés de personnes, et non pas des sociétés de capitaux comme le sont les SA ou les SARL. Donc, société de personnes, ça veut dire qu'on peut créer son activité et son entreprise sans avoir un capital de départ important, et que donc on peut permettre l'accès à l'entrepreneuriat, j'y reviendrai à la fin de ma conférence, à des gens qui finalement peuvent venir de milieux modestes, de milieux qui n'étaient pas habitués à rentrer dans le monde de l'entreprise et qui peuvent le faire parce qu'ils ont ce que j'appellerais la niaque des entrepreneurs, c'est-à-dire la volonté à tout prix d'entreprendre et de créer leur propre activité, et qui ne sont pas bloqués par le facteur financier, en tout cas au départ, au niveau du capital fixe de départ. Ils peuvent l'être après, au cours du développement de l'entreprise, c'est ce que tu as évoqué tout à l'heure, parce que c'est un réel problème. Le grand problème à l'heure actuelle dans le domaine de l'entreprendre, je fais une petite parenthèse, c'est que effectivement ça correspond à un mouvement sociologique de fond, incontestable, que moi j'avais vu apparaître en France dès les années 1980, et sur lequel d'ailleurs le président Mitterrand m'avait alerté en me disant, vous savez, Jean Gattel, on est dans un monde dans lequel le rapport traditionnel, d'un côté les gens qui ont du capital, de l'autre côté des gens qui sont du salariat, est en train de s'estomper. Il m'a dit, je reviens des États-Unis où je vois de plus en plus un mouvement sociologique de fond qui est lié à la création d'activités, la création d'entreprises par de très jeunes entrepreneurs qui investissent des secteurs technologiques nouveaux. Il faisait bien sûr allusion à la Silicon Valley et à toute la capacité d'innovation dans le secteur de l'informatique. Et il me disait, il faut que nous nous préparions, nous aussi, en France, à ce mouvement. Il y a de plus en plus de jeunes qui, finalement, au bout d'un certain temps, ont assez de chercher du salariat, de trouver quelqu'un qui les emploie. Traditionnellement, dans un certain nombre de pays en voie de développement, le grand rêve, c'était de devenir fonctionnaire. Les administrations ne peuvent plus absorber des personnels autant qu'elles l'ont pu à des moments plus faciles. Et donc, comme le secteur privé est souvent un petit peu en panne dans un certain nombre de pays, j'y reviendrai là aussi, il ne reste plus au jeune homme ou à la jeune femme qu'une seule solution, c'est de devenir maître de son destin économique et donc de créer son entreprise.
Et puis ça correspond à un mouvement sociologique de fond qui correspond à une évolution de la société, devenir responsable de sa propre vie, prendre son destin en main, ne pas dépendre de forces économiques dominantes, d'un secteur public dont on ne sait pas très bien comment il va évoluer. Donc on y va, et comme on a la volonté d'entreprendre, comme on a repéré un certain nombre de niches, en particulier dans le développement de nouveaux services, on sait qu'il y a des opportunités de création d'entreprises, souvent de petites dimensions, c'est souvent des mono-entreprises ou bien des entreprises, des TPE, des entreprises de toute petite dimension. Eh bien on y va. Et ce mouvement d'entrepreneuriat est une véritable révolution sociologique, puisqu'on était habitué à une séparation dans les sociétés traditionnelles entre d'un côté les détenteurs de capitaux et de l'autre côté les salariés. Bon, on voit arriver une troisième, je ne peux pas appeler ça une classe sociale parce que ce serait du langage qui n'est absolument pas approprié, mais un troisième groupe social qui est le groupe donc de ces entrepreneurs dont on verra qu'une grande partie d'ailleurs est fascinée par l'entrepreneuriat social, sur lequel je reviendrai, parce qu'ils se rendent bien compte qu'il faut, dans des sociétés qui sont en proie à l'exclusion et à la misère, faire jouer les liens de solidarité, et que si l'État ne le fait pas, il faut que ce soit la société elle-même qui se prenne en charge, la société civile, pour reconstituer ces réseaux de solidarité qui étaient autrefois des réseaux surtout familiaux, mais l'évolution de la société a fait que également les réseaux de solidarité familiaux, pour des tas de raisons il faudrait un après-midi entier pour réfléchir à ce problème, se sont progressivement dissous, et que donc il faut reconstituer des réseaux de solidarité ailleurs, même si les réseaux de solidarité familiaux continuent dans des pays comme le vôtre à être extrêmement forts, Dieu merci, Dieu merci. Pourquoi également donc ce dynamisme de l'économie sociale en France, parce que je crois qu'on a une société civile française qui a toujours été historiquement une société civile qui a voulu prendre son destin en main, qui a bougé. La France est un pays qui est secoué régulièrement par des crises profondes qui viennent du fond de la société, qu'on ne voit pas venir, et puis qui brusquement explose. Je pense par exemple à la dernière crise sociale majeure que mon pays a connue, qui est la crise de mai 68, que personne n'avait vu venir, cette crise de la jeunesse, en rupture avec un certain nombre de traditions et de pratiques, qu'on n'avait jamais vu venir, y compris d'ailleurs ceux qui étaient au cœur du mouvement. Moi, j'avais 20 ans en 68, donc je vous laisse calculer mon triste âge actuel. J'étais dans une faculté pourtant qui bougeait beaucoup, qui était la faculté d'histoire contemporaine de Lyon. J'ai rien vu venir, et le pays s'est embrasé comme un feu de paille en l'espace de quelques semaines, avec d'ailleurs des revendications qui partaient dans tous les sens, et qui montraient bien un malaise profond d'une société, une aspiration à autre chose. Les historiens ont tendance à rappeler, donc c'est au mois de mai 68 qu'a eu cette explosion en France en 68. Le 1er ou le 2 mai 68, le plus grand journal français qui s'appelle Le Monde, que vous connaissez sans doute, avait un éditorialiste extrêmement connu et reconnu, puisque c'était un gaulliste résistant de la première heure, Pierre Viançon-Ponté, et qui avait titré son éditorial « La France s'endort, la France s'ennuie ». 3 semaines après, la France, elle ne s'ennuyait pas du tout, elle était parcourue par des mouvements un petit peu désordonnés qui montraient bien que la société civile bougeait. Donc on est habitué, nous, en France, à une société civile qui est particulièrement remuante, et donc il ne faut pas s'étonner que cette société civile ait voulu s'auto-organiser. Une autre définition qu'on peut donner de l'économie sociale et solidaire, c'est une société qui décide de s'auto-organiser et
et qui crée donc des entreprises permettant de répondre à un certain nombre de besoins que la société ressent et dont elle comprend vite qu'ils ne trouvent pas de réponse, et dans les réponses publiques et dans les réponses privées. Donc c'est une auto-organisation qui est passée par 3 familles, si on raisonne l'économie sociale cette fois-ci en termes juridiques, par 3 familles très organisées juridiquement, les mutuelles qui sont gérées par un code de la mutualité, les coopératives qui sont gérées par un code de la coopération qui date de 1947 et qui vient d'ailleurs d'être entièrement revu, comme d'ailleurs le Maroc vient de revoir entièrement son code de la coopération. Et puis les associations qui, elles, ne sont pas gérées par un code, mais qui sont gérées par une loi d'ailleurs ancienne, de 1901, qu'il a fallu constamment réajuster au fur et à mesure que les associations, simples rassemblements de personnes, ont décidé de rentrer dans le champ économique, pour que leur activité de solidarité, d'entraide, trouve une traduction par des acquisitions ou bien par des réponses immobilières. Par exemple, beaucoup d'associations qui s'occupent du problème du handicap ont été obligées à un certain moment de dire, par-delà le discours qui consiste à effectivement proposer une insertion dans la société aux handicapés, il faut maintenant désormais y mettre des moyens matériels. Et donc il faut que vous sachiez par exemple que 95% des établissements qui accueillent des enfants ou des personnes adultes handicapées en France sont gérés par des associations. On peut trouver la même chose au niveau de l'accueil des personnes âgées. 70% des établissements français qui accueillent des personnes âgées sont gérés par des associations. Le reste étant géré soit par le secteur public, soit par le secteur privé. Et si on avait attendu que l'un et l'autre réagissent, eh bien, il y aurait beaucoup de personnes âgées qui n'auraient pas de lieu d'accueil et pour finir leur jour dans la dignité. Autre secteur qui a été également très fortement investi par le mouvement associatif, j'en parlais avec Mohamed tout à l'heure dans la voiture, c'est le secteur éducatif, puisque à côté de l'enseignement public, beaucoup d'associations ont créé des centres de formation, des centres universitaires, et que c'est donc un secteur dans lequel le mouvement associatif a été particulièrement fort. Bon, je passe très rapidement les autres secteurs où le mouvement associatif est particulièrement puissant en France, dans le secteur du tourisme. Beaucoup d'équipements touristiques sont gérés par des associations. Le secteur de tout ce qui concerne le développement durable, le travail sur l'environnement, le défrichage des forêts, l'entretien des cours d'eau, tout ça est fait par le mouvement associatif. Une grande partie du problème du traitement des déchets est entre les mains d'un mouvement associatif qui veut imposer un traitement des déchets, un traitement sélectif, un recyclage des déchets pour que on aboutisse à ce qu'on appelle en langage économique une économie circulaire, c'est-à-dire que du plastique qui a été utilisé une première fois soit réutilisé de façon à ce que le monde entier ne croule pas sous des tonnes et des tonnes et des tonnes et des milliards de tonnes de plastique, puisse être donc recyclé dans un écosystème, ce que tu appelles des écosystèmes écologiques. Et donc on a un mouvement associatif qui a rempli un petit peu toutes les cases de la vie économique et sociale du pays, où il y avait, je le rappelle, insuffisance du secteur public et du secteur privé. Alors, c'est effectivement une originalité française que d'avoir poussé à ce point le développement de ce qu'on appelle souvent le tiers secteur, le troisième secteur. C'est Jacques Delors, qui avait, président de la Commission européenne pendant plus de 10 ans, qui avait inventé ce terme de tiers secteur, que moi j'aime pas beaucoup, parce que tiers secteur ça veut pas dire grand chose, on ne voit pas très bien ce qu'il y a derrière, tandis que l'économie sociale et solidaire, on comprend que ce sont des sociétés de personnes, que ce sont des sociétés qui obéissent à un certain nombre de règles, puisque les entreprises de l'économie sociale, pour être reconnues comme étant de l'économie sociale, doivent respecter un certain nombre de règles,
de gouvernance démocratique partagée, hein, d'une très grande association des salariés aux décisions de l'entreprise. Elles doivent se situer soit dans un but social, soit dans un but environnemental, et surtout, ce qui caractérise les entreprises de l'économie sociale et solidaire, c'est que les excédents dégagés ne sont pas partagés et qu'ils restent à l'intérieur de l'entreprise pour l'autofinancer et lui permettre de se développer. Ils ne sont pas distribués. Ils ne sont pas distribués, c'est ça. Ils sont là, mais ils sont réinvestis dans l'entreprise pour qu'elle puisse se développer. C'est de l'autofinancement. Hein, voilà. Alors, je vais nuancer ce problème-là par l'arrivée dans l'économie sociale et solidaire, depuis la loi de 2014 en France, par les entreprises sociales, hein, qui est une quatrième famille de l'économie sociale extrêmement récente. Mais je vous garde ça pour un petit peu plus tard, je vous fais mijoter, hein, c'est comme les bons plats cuisinés, hein, il faut les préparer pendant longtemps pour qu'ils soient bons. Donc, qu'est-ce que ça représente finalement ce secteur-là que vous venez de nous décrire, M. Cattel, ça fait quoi à la fin du fin? Ben, ça représente 2 400 000 salariés. Vous voyez, c'est quand même pas une petite chose, hein, qui se décompose ainsi, hein, 2 millions dans le mouvement associatif, hein, ça prouve donc la dynamisme de ce secteur, hein, 200 000 dans le secteur des mutuelles, mutuelles de prévoyance et mutuelles d'assurance, hein, et 200 000 dans le mouvement coopératif, qui a en France cette originalité de ne pas avoir été cantonné simplement au secteur agricole, mais qui est également rentré dans le secteur de la production. On a beaucoup de toutes petites coopératives, hein, qui sont dans le domaine de la production. Dans mon département, en particulier le Vaucluse, qui est un département très agricole, hein, beaucoup de secteurs de la transformation est géré par des petites coopératives, hein, la distribution aussi. Et beaucoup de petites coopératives sont également sur les nouvelles techniques de l'environnement, c'est-à-dire le traitement des eaux, le traitement des déchets, et également, bien sûr, dans tout ce qui est les nouvelles formes de technologie liées à l'informatique et à tout ce qui circule sur les réseaux du net et autres. Donc, voilà un secteur, hein, qui pèse à peu près 12% de la population active salariée française. Hein. C'est donc pas du tout négligeable, hein, ça représente 3 fois l'industrie automobile. Donc, pour faire des comparaisons. Et ça représente 2 fois plus que le BTP. Bon. Le problème, c'est que ce mouvement est incapable de se transformer en lobby. C'est-à-dire que, alors que les autres sont capables de se transformer en lobby redoutable, hein, en particulier, je pense au lobby agroalimentaire, hein, qui est capable, à l'heure actuelle, d'être absolument terrifiant. Vous savez que les scandales liés à l'agroalimentaire en France et en Europe se multiplient. Le scandale du glyphosate, dont on a pris conscience que cet insecticide était un insecticide complètement destructeur d'un certain nombre de catégories d'insectes, et en particulier des abeilles. Et vous savez que la vie sur Terre n'est pas possible s'il n'y a plus d'abeilles, hein, puisque c'est elles qui pollinisent les fleurs et qui permettent la reproduction végétale. On a également constaté que ce glyphosate, hein, qui était utilisé en quantité massive par un certain nombre d'exploitants agricoles sur des surfaces immenses, hein, comme herbicides ou pesticides, porte en lui dans les molécules des molécules cancéreuses. Hein, et donc c'est un danger pour la vie de tous les gens qui le manipulent ou qui sont à proximité. Autre scandale de l'agroalimentaire à l'heure actuelle en France, c'est le scandale de Lactel, hein, qui fabrique du lait en poudre pour des nourrissons, dont on a détecté que, pour des recherches de profit immédiat et à court terme, les dirigeants de Lactel n'avaient pas suffisamment réfléchi aux normes sanitaires de leurs installations, et qui fait qu'un certain nombre de bébés sont morts de salmonellose, c'est-à-dire un espèce de poison, hein, qui envahit les intestins du tout jeune bébé et qui le condamne irrémédiablement à la mort. Donc, il ne faut pas dresser un tableau apocalyptique, hein, du mode de développement dans lequel nous sommes, hein, et qui fait que, pour rechercher le profit à court terme, un certain nombre de multinationales font un petit peu n'importe quoi, hein, mais le risque
le risque est là. Bien. Alors, ce troisième secteur, donc en France, je vous l'ai dit, 12 à 13% de la population salariée, 12 à 13% du PIB, a pris donc sa place, et il était donc grand temps que les pouvoirs publics lui reconnaissent cette place-là dans le discours politique et dans le discours institutionnel. D'où la déclaration du président Mitterrand, dès son arrivée au pouvoir en 1981, qui dit, dans un discours resté célèbre, qui devient un petit peu une référence pour l'ensemble des acteurs du système, l'économie française marchera désormais sur 3 piliers, le secteur privé, le secteur public et le secteur de l'économie sociale et solidaire, dont j'entends bien assurer le développement, la pérennité et la croissance. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que lorsqu'on examine les déclarations du roi Mohamed VI au moment de sa prise de pouvoir, ces discours de 2002-2005, que j'ai longuement étudiés, parce que lorsque vous gérez un master dans un pays étranger, il faut quand même bien que vous immergiez dans la réalité du pays, surtout un master comme celui que je gère à CASA, économie sociale et solidaire et entrepreneuriat social. On trouve dans la bouche de Mohamed VI exactement les mêmes propos que ceux tenus par François Mitterrand à peine 20 ans avant. Il dit désormais le développement du royaume chérifien, du royaume marocain, sera axé sur 3 piliers, le secteur privé, le secteur public et le secteur de l'économie sociale et solidaire. Et c'est ce qui explique que le Maroc est en train de donner un coup d'accélérateur sur ce secteur qui est assez stupéfiant, mais que je retrouve ici en Tunisie, puisque depuis 48 heures, je me rends compte que la Tunisie va aussi vite que son voisin marocain, si ce n'est même plus vite, puisque la loi cadre marocaine qui devait être votée l'année dernière ne l'est toujours pas, alors qu'apparemment la vôtre, d'après ce que m'a dit votre secrétaire d'État hier, et je n'ai pas de raison de douter de sa parole, devrait être votée en début d'année. Donc on voit bien qu'il y a une accélération du mouvement dans des pays du Maghreb qui est assez impressionnante, assez intéressante, et en tout cas qui mérite qu'on réfléchisse à ce phénomène et qu'on le prenne en compte. Alors, ce qui est également très intéressant, c'est qu'on voit que ce modèle de développement de l'économie sociale et solidaire ne touche pas simplement que l'Afrique que nous appelons du Nord, c'est-à-dire les pays du Maghreb. On voit également qu'elle se diffuse dans l'ensemble des pays de l'Afrique subsaharienne, puisque moi j'ai participé à une grande rencontre à Casa il y a 3 semaines, où étaient présents des représentants de l'économie sociale et solidaire de différents pays de l'Afrique subsaharienne, des représentants du Sénégal, où il y a désormais un ministère de l'économie sociale, qui est géré par une femme aussi, comme si on estimait que pour ce secteur un petit peu délicat, il fallait la perspicacité et l'intuition féminine. Là, c'est un compliment que j'envoie aux dames. Il faut bien flatter son auditoire de temps en temps et reconnaître ses qualités et ses capacités, surtout. Voilà, donc au Sénégal, la même chose en Côte d'Ivoire. Le Bénin vient de se doter d'un master d'économie sociale et solidaire qui est géré par le centre le centre de formation dont je t'ai parlé tout à l'heure, la FLEGES, dont je t'ai dit qu'on pouvait éventuellement envisager un partenariat avec Time pour que les diplômes délivrés par Time sur le secteur de l'entrepreneuriat social, si tel est ton désir et celui de ton conseil d'administration, pourraient être également, par un accord de partenariat avec la FLEGES, reconnu comme étant un master français, reconnu par le ministère français. Donc au Mali aussi ça bouge beaucoup, au Burkina Faso ça bouge beaucoup. Donc vous voyez, l'ensemble du continent africain est en train de s'emparer de cette problématique. Il y a un autre continent également, mais qui souvent est un petit peu ignoré à mon avis à tort par les économistes et les intellectuels, c'est le continent sud-américain, dans lequel, alors là, c'est même pas une troisième composante qui est l'économie sociale, c'est la composante majoritaire. Ces pays ont été très très marqués au cours de leur histoire par la domination américaine sur des pans entiers de leur économie,
Et donc, lorsqu'il y a eu des révoltes altermondialistes contre ce qu'on appelait, entre guillemets, l'impérialisme américain, qui pouvait se marquer de plusieurs façons, y compris par une domination de l'économie américaine sur des cultures vivrières de ces pays-là, et une mainmise des multinationales américaines sur l'économie agricole de ces pays-là. Quand ces pays en ont eu marre et qu'ils ont rompu avec le modèle américain, le grand modèle qu'ils ont choisi, face à un secteur privé qui n'était pas développé, puisqu'il avait été complètement phagocyté par les capitaux américains, donc il n'y avait pas de secteur privé, ils n'avaient pas de secteur public véritablement organisé, parce que c'est souvent des petits pays et qui n'ont pas beaucoup de ressources au niveau fiscal. Ils ont misé sur l'économie sociale et solidaire, à tel point d'ailleurs qu'il y a 2 pays au monde, il faut le savoir ça, qui ont inscrit dans leur constitution que leur mode de développement économique est celui de l'économie sociale et solidaire. Ces 2 pays, ce sont la Bolivie et c'est l'Équateur. Alors bon, ça pèse rien, la Bolivie et l'Équateur sur le plan de la distribution mondiale du développement économique, mais c'est quand même tout à fait intéressant de voir que les pays sont allés jusqu'à inscrire dans la Constitution, c'est-à-dire véritablement le fondement de toutes les institutions, l'économie sociale et solidaire. Alors ce troisième secteur en France également s'est développé pour une raison très très simple. On a vu que c'était un secteur qui, par sa souplesse, par sa capacité d'innovation, par le fait qu'il anticipe souvent des problèmes nouveaux dans la société, et souvent le premier à répondre à des problématiques nouvelles, ce secteur donc s'est développé par sa capacité d'anticipation et d'innovation, et également parce que, il faut également le dire, il a été soutenu en France par une volonté politique à plusieurs moments de son développement et de son histoire. Il a été fortement soutenu au moment de 1936, lorsque en France arrive au pouvoir, juste avant la guerre, un gouvernement de front populaire qui donne un sérieux coup de pouce au secteur associatif, en particulier dans ce qu'on appelle l'éducation populaire, c'est-à-dire la capacité donnée à tous les citoyens d'accéder à la citoyenneté et de parfaire des formations tout au long de leur vie professionnelle, personnelle et sociale. Et puis le tourisme social, puisque en 1936 coïncide en France avec l'augmentation des congés payés. Et donc, il y a de plus en plus de gens qui partent en vacances et donc qui doivent être accueillis dans des établissements dans lesquels les tarifs proposés aux familles, qui sont souvent des familles modestes, sont bas. Et donc, le mouvement associatif s'est investi dans ce tourisme associatif dès 1936. En 1945, à la sortie de la guerre, le Conseil national de la résistance, qui était composé par toutes les composantes de la vie politique française qui avaient participé à la victoire contre le nazisme et à la résistance contre le nazisme, c'est-à-dire les gaullistes, les catholiques du MRP, les socialistes, les sociaux-démocrates et autres forces progressistes, donne également un nouveau coup de pouce au secteur de l'économie sociale en développant en particulier le secteur mutualiste et le secteur coopératif. Et en 1981, il faut reconnaître que le gouvernement de François Mitterrand, en créant d'abord mon ministère et puis surtout en me donnant les moyens de faire avancer un certain nombre de choses, a permis des progrès considérables dans ce secteur, puisque j'ai changé le statut des coopératives, en particulier des coopératives de production, en permettant, je te le disais tout à l'heure au petit déjeuner, à des capitaux extérieurs de renforcer le capital de coopératives qui sont en insuffisance de fonds propres. J'ai également rédigé un texte de loi qui permet aux grosses associations d'émettre ce qu'on appelle des titres participatifs associatifs, c'est-à-dire des obligations remboursables sur 15 ans, avec une rémunération qui est dépendante de la capacité de création de richesse de l'association et de sa capacité d'excédent. La garantie de l'État Pas forcément. Pas forcément. Si c'est une association reconnue d'utilité publique, oui. Si c'est une association
tout à fait traditionnelle, elle peut émettre des titres associatifs sans forcément avoir de garantie. Hein. Pardon ? Ce sont des obligations. Hein. Ces titres associatifs, ce sont des obligations. Hein. Donc, elle s'appelle titre participatif parce que obligation était un terme réservé aux sociétés de capitaux. Hein. Donc, pour les sociétés de personnes, il fallait qu'on invente un autre mot. Hein. Et donc, on a inventé le titre participatif. Et donc, il y a des titres coopératifs, il y a des titres mutualistes et il y a des titres associatifs. Bon. Je t'en prie. Sont portées également pour l'émission de ce genre de titre. On va y revenir. Ça, ajouter la garantie qui est derrière. Bon, à l'heure actuelle, hein, nous sommes donc en 2018, qu'est-ce qui est en train de se passer dans le monde sous nos yeux? On voit bien, et qui ouvre encore un petit peu plus de perspectives à l'économie sociale et solidaire. On voit bien donc que dans la plupart des pays développés ou en voie de développement, le secteur public est en crise profonde, hein, soit lié au problème du remboursement de la dette, soit lié à des tas de problèmes de gestion des services publics, de la difficulté qu'il a à s'adapter à un certain nombre de nouvelles donnes sociales. S'il avait fallu compter sur le secteur public français pour répondre à la montée de la pauvreté et à la montée de l'exclusion, on attendrait encore, quoi, hein, parce que ce qu'il y a de très très bien dans l'auto-organisation de la société civile, c'est que comme elle est au contact des réalités du terrain, elle réagit très très vite. Hein. Les premières associations, par exemple, les premières structures, par exemple, qui se sont penchées et qui ont mis en évidence la gravité de la pandémie qui était le sida, ce sont des associations, ce n'est pas le secteur public. Il faudra attendre pratiquement 6 ou 7 ans pour que le secteur public, c'est-à-dire le secteur hospitalier, commence à se dire que là, il y avait une véritable pandémie qui pouvait se répandre dans l'humanité tout entière, ce qu'elle a fait d'ailleurs, et tuer des millions de personnes. Mais la réaction, donc, a été très très tardive. S'il fallait qu'on attende simplement les réponses du secteur public à la misère croissante des sociétés développées, hein, par exemple dans un pays comme la France, 1 million de personnes vivent désormais en dessous du seuil de la pauvreté, hein, avec un nombre de sans-abri croissant, de gens sans domicile fixe, avec des milliers de gens qui désormais sont dépendants d'une alimentation fournie par les réseaux sociaux et par les associations qui les prennent en charge, les restaurants du cœur, le secours populaire, etc., etc. Il y a des gens qui ne mangeraient pas en France. Hein. Il ne faut pas croire que les pays développés ne connaissent pas des crises sociales extrêmement profondes, hein, de plus en plus. Et le secteur associatif a été là parce qu'il a donc une capacité de réaction extrêmement vive. Voilà donc pour le secteur public un tableau qui est à mes yeux assez sombre, et je traiterai l'avenir du secteur privé avec le même pessimisme, alors dont je ne vous demande absolument pas de le partager. Je crains, hein, mais ça n'engage que Jean Gattel, hein, que nous soyons rentrés dans un monde dans lequel l'ensemble des activités et des richesses du monde sont totalement sous la tutelle de multinationales internationales complètement incontrôlables. Il se passe, au moment où nous parlons, des transferts de capitaux, des transferts financiers, souvent de millions, de centaines de millions d'euros par-dessus nos têtes, dont nous ne sommes absolument pas informés, sur lesquels les États n'ont aucune prise, et des échanges de marchandises avec une division internationale du travail qui est absolument effrayante. C'est-à-dire que dans ce monde de la surconsommation, hein, qu'on nous impose, qui entraîne donc un monde de la surproduction et de la production de plus en plus nombreuse de produits souvent inutiles, on est rentré dans un cycle où il faut absolument que les gens consomment pour consommer, et il faut absolument que les entreprises créent pour créer. C'est-à-dire qu'on a perdu complètement la finalité de la création économique et même
de ce que tu appelais l'homo economicus. Normalement, chaque homme a des besoins, on répond à ses besoins, mais là, on est dans une société dans laquelle on crée des besoins, uniquement pour que la société tourne, par une espèce de course effrénée vers le toujours plus. Et le grand problème, c'est que non seulement on rentre dans le règne de l'inutilité, souvent, on rentre dans le règne également de ce qui est quelque chose d'absolument terrible, qui est l'obsolescence programmée d'un certain nombre de produits. Vous savez que la communauté européenne, la Commission européenne, a engagé un bras de fer portant sur une amende de 40 milliards d'euros avec Apple, parce qu'on a découvert que dans les composantes de chez Apple, il y avait des composantes qui étaient conçues pour ne durer que 2 ou 3 ans. C'est-à-dire que dès la fabrication, l'obsolescence est programmée. Pourquoi elle est programmée? Pour que les gens continuent à acheter. Vous voyez cette espèce de cycle infernal dans lequel se trouve le système d'économie libérale. Accélérer la rotation du capital technique. Exactement. Et qui nous conduit... Alors, si la Terre était conçue de la même façon que ce système économique, il n'y aurait pas de problème. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire coïncider une croissance infinie dans un monde fini. C'est pas possible. La Terre, elle a des ressources naturelles dans son sol, dans son sous-sol, qui sont limitées. Et on ne peut pas éternellement concevoir un modèle de développement économique basé sur le toujours plus, avec un monde, je ne parle pas de la planète Terre, elle a existé sans présence humaine, sans présence vivante, même pendant des milliards d'années. Donc la Terre, elle restera toujours la Terre. Le problème, c'est ce qu'il y a au-dessus de la Terre, et qui risque fort de subir les conséquences de sa propre absurdité pratiquement économique, extrêmement grave. Alors je vais prendre quelques exemples, puisque ce sont des problèmes dont les COP maintenant se sont emparés. Le problème du réchauffement climatique est un problème absolument dramatique. Et vous savez que toutes les perspectives qui avaient été données au niveau de la COP 21 sont déjà dépassées. Il ne fallait pas qu'en 2050, l'augmentation générale de la température au niveau du globe dépasse les 2 degrés. Sinon, on rentrait dans un phénomène d'augmentation de l'eau des océans, de dégradation climatique absolument incontrôlable. On va atteindre les 2 degrés d'augmentation en 2030, donc 20 ans avant ce qui était déjà donné comme le signal d'alarme. Et le plus grave, c'est que jusqu'à présent, ce système qui est extrêmement destructeur pour la planète était entre les mains de pays développés qui sont finalement peu peuplés. Le grand problème, c'est qu'arrivent derrière des pays développés qui représentent démographiquement des masses énormes. 1,4 milliard de Chinois, 1,2 milliard d'Indiens. Vous les dotez du même mode de vie que celui que nous avons, c'est invivable. Vous savez qu'à Pékin, on ne voit plus qu'à 20 mètres, tellement la pollution est forte. Tous les Chinois portent des masques pour lutter contre la pollution atmosphérique. Bon, je ne vais pas vous faire un dessin là-dessus, mais je pourrais en parler pendant des heures et des heures, parce que non seulement ça me passionne, mais en même temps ça me terrifie. Ça me terrifie. Parce que je vois pas de n'importe où je me trouve de véritable prise de conscience de la communauté internationale devant ces problèmes. Parce que la COP 21 c'est 2012, nous sommes en 2018, 6 ans après, rien n'a été fait. Et le ralentissement demandé en particulier par Barack Obama dans un discours absolument fantastique, quoi. Ce discours de Barack Obama est absolument extraordinaire sur les prévisions qu'il fait du monde, mais même lui finalement n'a pas fait du temps de sa présidence autant que ce qu'il avait promis de faire. Et c'est pas son successeur qui va le faire, puisque la première initiative de ce cher, entre guillemets, Donald Trump, c'est de retirer les États-Unis des accords de Paris. Bon, parmi les exploits que cet homme est capable de réaliser, et Dieu sait si cet homme
est capable de nous réserver des surprises parfois extrêmement désagréables. Hein. Donc, voilà tout ce qui permet d'envisager ce nouveau modèle de développement comme étant absolument nécessaire. Et donc, un secteur prometteur. Alors, en France, en 2014, et je vais terminer là-dessus parce que ça me permettra de repasser la parole d'abord à vous et puis ensuite au professeur Damac, s'est adjoint une quatrième famille. À partir de ce mouvement que je vous ai décrit, hein, comme un mouvement sociologique de fond, qui fait que de plus en plus de jeunes, et de moins jeunes d'ailleurs, hein, hommes ou femmes, ont envie d'entreprendre. Beaucoup de ces nouveaux entrepreneurs, on s'est rendu compte qu'ils étaient pénétrés par des idées entrepreneuriales très altruistes, très solidaires. C'est-à-dire que beaucoup d'hommes et de femmes créent leur entreprise, non pas, comme pour le schéma classique, faire de l'argent, hein, la recherche du profit, hein, contre lequel d'ailleurs je n'ai rien, hein, j'ai rien contre. Hein, les gens choisissent leur vie, hein, ils choisissent leurs idéaux. Hein, pas tout à fait les miens, mais enfin, je respecte. Et on s'est rendu compte donc que beaucoup de ces jeunes en particulier, qui ont quand même une sensibilité aux problèmes de la terre, aux problèmes écologiques, aux problèmes de la solidarité, parce qu'ils vivent eux-mêmes parfois la difficulté de s'insérer sur le marché du travail, parfois ils se rendent compte qu'ils sont victimes eux-mêmes d'exclusion professionnelle, sociale, par le logement, par l'accès à la culture. Et on s'est rendu compte que beaucoup de ces entreprises, donc fussent-elles, hein, imparfait du subjonctif, il fallait que j'arrive au moins à en placer un ce matin, hein, fussent-elles des sociétés de personnes, sont des sociétés d'utilité sociale ou des entreprises sociales. Donc, bien que ce soit des SARL la plupart du temps, il y a beaucoup d'entreprises de capitaux qui ont une finalité sociale. Alors, s'est posé le problème en France en 2014, est-ce qu'on reste sur cette espèce de définition hein, d'une économie sociale avec trois familles, les mutuelles, les coopératives, les associations, ou bien est-ce qu'on essaye d'amener hein, une quatrième famille, d'où la création de ces entreprises sociales hein, qui sont reconnues comme telles et qui, pour bénéficier du label d'entreprise sociale qui peut leur être utile dans une politique de communication ou une politique de marketing, hein, ont été admises dans le champ de l'économie sociale. À condition, bien sûr, qu'elles remplissent un certain nombre de règles. Hein. Bon, les règles habituelles des entreprises de l'économie sociale et solidaire traditionnelles, hein, la gouvernance démocratique, créer des produits à utilité sociale, des services à utilité sociale, s'inscrire dans le développement durable, s'inscrire dans une modération des salaires, hein, puisqu'il est fixé les grilles de salaire ne devant pas dépasser 1 à 10 dans les entreprises sociales, et puis se posait le problème de l'excédent, parce que quand même ce sont des sociétés de capitaux, donc qui dit société de capitaux dit rémunération du capital, sinon il y a un manque. Hein. On ne peut pas dire aux gens mettez des capitaux dans une entreprise mais vous n'en tirerez aucune contrepartie. Oui, je conclue. Donc le problème était de savoir où est-ce qu'on mettait le curseur entre ce qui restait dans l'entreprise, hein, comme dans les entreprises traditionnelles, c'est-à-dire 100%, ou bien ce qu'on permettait de faire en sorte qu'une partie des excédents rémunère les apports en capitaux des gens qui avaient investi dans la SARL. Donc en France, on a choisi 80-20, donc 80% qui restent des excédents dans l'entreprise et 20% qui peuvent être, hein, c'est pas une obligation, distribués. Donc nous sommes dans une nouvelle forme d'entreprise qui est inscrite dans la loi cadre française et qui va l'être dans votre loi cadre, comme elle l'est d'ailleurs dans la loi cadre, dans la future loi cadre marocaine. Je termine sur deux petites idées, Mohamed, si tu me le permets, deux petites idées extrêmement rapides. Tout d'abord, je pense que le développement de l'économie sociale et solidaire, de l'entrepreneuriat social, est absolument lié à ce que nous appelons en France les politiques de développement territorial. C'est-à-dire que si on veut créer des solidarités à l'échelle d'un pays tout entier, il faut prendre en considération les caractéristiques
de la région dans laquelle on se trouve. Et voir dans la région où on se trouve quels sont les points forts, quels sont les points faibles. Donc j'insiste sur le fait que économie sociale et solidaire et entrepreneuriat social et développement local sont étroitement liés, à tel point que j'ai dit hier à votre ministre, si on crée un ou deux grands masters d'économie sociale et d'entrepreneuriat social ici à Tunis, il y en a au moins un des deux qui devra inclure également une formation d'experts en développement local et en développement territorial. Parce que c'est un métier qui ne s'invente pas. Aller sur un territoire, repérer les partenariats possibles, essayer de faire en sorte que secteur public, secteur privé, mouvement associatif se parlent, faire les liens entre entreprises et lieux de formation, repérer les insuffisances du territoire et au contraire ses atouts, c'est pas un métier très facile. Enfin, je termine sur un point qui me tient également à cœur. Vous êtes en train de développer, je m'en suis rendu compte, et ici en particulier à Time, avec l'esprit très anticipateur du professeur Damac, donc des spécificités, enfin des spécialisations en entrepreneuriat qui sont extrêmement intéressantes. Ce que je voulais vous dire, et ne le prenez pas pour un conseil, une recommandation, ou quelqu'un qui veut donner des leçons, je crois que c'est bien d'apprendre à des hommes et des femmes à devenir entrepreneurs. Le problème, c'est qu'une fois qu'ils ont acquis cette capacité entrepreneuriale, il ne faut pas les lâcher dans la nature. Et il faut donc être capable de concevoir des lieux où ces entrepreneurs sont suivis. En France, on a fait une étude extrêmement poussée sur l'entrepreneuriat, et en particulier au niveau des micro-entreprises et des jeunes entrepreneurs. On s'est rendu compte que les entrepreneurs et les entrepreneuses qui créent leur activité, s'ils étaient suivis par un organisme spécialisé, qui peut être ce qu'on appelle en France une boutique de gestion, c'est-à-dire un lieu où on trouve des conseils en matière de marketing, de développement, d'études de marché, de recherche de financement, etc. S'ils trouvent un espèce de coach ou un espèce de tuteur, de parrainage, si vous voulez, ils tiennent. Par contre, s'il n'y a pas d'appui et de suivi, 80% des entreprises sont balayées au bout de la deuxième année. Donc, ça, c'est dramatique, parce que quand vous avez une personne de 20 ans ou de 25 ans qui a mis toute son énergie à vouloir créer son entreprise, qui y a mis toute sa force, tout ce qu'elle porte en elle, de volonté, etc., et puis qui, au bout de 2 ans, se sent complètement isolé et complètement perdu, j'allais dire largué, mais perdu, c'est extrêmement difficile. Donc j'ai dit à votre ministre hier, Madame, si vous voulez véritablement que l'entrepreneuriat prenne en Tunisie le nécessaire accélérateur qu'il doit avoir, n'oubliez pas les dispositifs post-création qui me paraissent importants. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire. Je te remercie de ton invitation, mon cher ami, et puis j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé, et que si vous avez des questions, vous n'hésiterez pas, quitte à me critiquer,